Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill, une petite fiche de révision de dernière minute pour demain. J'avais pensé à l'actif financier au coût amorti, puisque l'année dernière vous avez eu un passif financier au coût amorti en 2024, l'emprunt obligataire au coût amorti. Donc cette fois-ci j'ai pensé à l'actif financier au coût amorti en ce qui concerne un portefeuille détenu d'obligations. Alors nous allons observer, en espérant que ce pronostic tombe, pour 2025 des CGE4, le retraitement des actifs financiers en IFRS dans l'optique d'une consolidation. Le portefeuille d'obligations détenu au coût amorti, comme vous le savez, coût amorti signifie valeur actualisée. Donc on retient cette notion de coût amorti et il faut déterminer le TAEG. Le TAEG est déterminé afin de construire le tableau conceptuel de coût amorti. Alors ce tableau conceptuel vous sera donné, donc ce sera à vous de pouvoir l'interpréter. Là, je vais néanmoins le construire. Exemple, la Société Gamma a fait l'acquisition le 1er janvier N-1 de 100 obligations remboursables en bloc dans 5 ans au nominal de 1000 € et émises à 980. Le taux de ces obligations est de 6% l'an et la Société Gamma désire les garder jusqu'à l'échéance. Les frais d'acquisition de ces obligations sont de 333 € hors taxe. Au 1er janvier N-1, la Société Gamma a comptabilisé ses obligations en compte individuel encore dissociaux, selon le PCG, au débit du compte 27, titres immobilisés obligations, pour 98 000 € et les frais d'acquisition au compte 627, frais sur titre. Donc pour déterminer le TAEG, qui est le taux réel moyen supporté pour l'émetteur, mais là on n'est pas chez l'émetteur, attention, on est chez ici c'est pas un TAEG pour l'émetteur, c'est un TAEG pour le souscripteur. Et je vais prendre l'hypothèse que le souscripteur détient le portefeuille d'obligations du départ, de la création des obligations jusqu'à leur fin de durée de vie. Donc là, on a un TAEG qui va être déterminé de la façon suivante. Nous allons égaliser le prix d'émission, donc très concrètement ce que verse sur la table le détenteur du portefeuille, le prix d'émission plus les frais d'acquisition hors taxe, et ce qui va égaliser la somme des flux futurs à percevoir que l'on va actualiser au taux que l'on recherche. Donc ici le plus souvent, c'est tombé il y a plus de 10 ans en sujet vintage, au niveau des annales UE4, il fallait considérer un portefeuille remboursable in fine. Donc je me base sur cette hypothèse-là, sur le cas que j'expose ici. Donc nous prenons le prix d'émission avec les frais, qui doit égaliser la somme des flux futurs à percevoir, actualisés, flux d'intérêt annuel et de remboursement perçu, l'amortissement financier perçu, in fine, pour le détenteur du portefeuille. Donc nous prenons nos données, donc 980 € le prix d'émission, fois le nombre d'obligations de 100 obligations. Les frais s'élèvent à 333 hors taxe. Donc ça nous donne en prix d'émission global 980 fois 100, donc 98 000, plus les frais d'émission hors taxe. Pourquoi hors taxe? Parce que la TVA, vous la récupérez, certes vous la payez, mais vous la récupérez rapidement. Eh bien, cette valeur de 98 333 va égaliser donc les intérêts. Alors, les intérêts et l'amortissement financier. Donc 6 000 d'intérêts chaque année. Alors vous allez me dire comment j'ai calculé les intérêts. Eh bien j'ai pris l'intérêt annuel constant, c'est le taux nominal fois la valeur nominale de l'obligation, fois le nombre d'obligations vivantes. Elles sont vivantes jusqu'à ce qu'elles soient amorties complètement à la fin. Donc nous avons dans le texte ici 6% de taux nominal à l'année, donc fois 1000 € de valeur nominale, multiplié par le nombre d'obligations du portefeuille, fois 100. Donc 6% fois 1000, 60 € par obligation, fois 100. Donc nous sommes bien à 6000 € l'année. Et le prix de remboursement, l'amortissement financier est égal au prix de remboursement unitaire fois le nombre d'obligations émises, car remboursement in fine. Ici, le remboursement s'effectue à la valeur nominale. Eh bien, c'est l'hypothèse que j'ai prise, donc fois le nombre d'obligations émises, donc 1000 € fois 100, donc un remboursement à 100 000 €. Voilà. Donc maintenant, nous égalisons, donc 980 fois 100 plus 333, 98 333 égale 6000 fois le facteur de constance avec une répétition sur 5 exercices des intérêts constants.
des annuités d'intérêt qui sont constants. Donc 6000 fois 1 moins 1 plus TAEG puissance moins 5 sur TAEG, plus l'amortissement financier actualisé, donc 100 000 divisé par 1 plus TAEG puissance 5, ou multiplié par 1 plus TAEG puissance moins 5, bien sûr, c'est équivalent. Bien, maintenant nous pouvons construire le tableau d'actifs financiers au coût amorti pour ce fameux portefeuille actualisé d'obligations. Donc là j'ai indiqué les différentes dates, la date de souscription, ensuite les dates lors du constat des coupons que le détenteur du portefeuille encaisse. Donc ici je mets les intérêts IFRS au TAEG de 6,4%, les intérêts nominaux encaissés par le détenteur du portefeuille obligataire et la valeur du coût amorti, valeur actualisée du portefeuille. Alors j'aurais pu faire 2 colonnes, valeur actualisée avant, coût amorti après, là c'était pour gagner un peu de temps. Donc vous avez au 1, N-1, le point de départ c'est le prix d'émission plus les frais hors taxes, donc 98 333, PE plus les frais d'émission hors taxes. Et ensuite sur ce PE, viennent se calculer les intérêts IFRS, donc à 6,4%, ce qui fait 6293. Donc là, le portefeuille augmente de la valeur des intérêts auxquels a droit le détenteur du portefeuille. Donc au départ, il a investi 98 333. Cela lui génère des intérêts conceptuels IFRS pour 6293. Donc on rajoute les 6293 pour avoir la valeur du portefeuille obligataire, mais il y a une perception de 6000. Donc du coup, la perception de 6000, comme c'est concrètement de la perception de trésorerie, eh bien sur cette augmentation de portefeuille de 98 333 plus 6293, il y en a une partie qui est perçue au 31/12 N-1. Donc les 6000 viennent se déduire. Donc pour trouver la valeur actualisée du portefeuille au 31/12 N-1 après l'échéance d'intérêt, nous faisons le point de départ 98 333 plus les intérêts conceptuels moins les intérêts encaissés. Donc plus ce différentiel d'intérêt de 293 qui nous fait 98 333 plus les 293, 98 626. Ensuite, cet élément-là devient le point de calcul pour les intérêts conceptuels IFRS de l'année suivante, donc de l'année N, donc 98 626 fois 6,4%, ce qui nous donne 6312, j'ai arrondi. Et ensuite, nous avons toujours des intérêts nominaux encaissés par le détenteur du portefeuille, donc 6000. Donc le portefeuille augmente de la façon suivante, 98 626 plus les 6312 moins les 6000 qui sont perçus. Donc nous sommes à 98 918 et vous l'avez compris, progressivement le portefeuille augmente du différentiel d'intérêt dans ce système de remboursement attendu in fine. Et juste avant la dernière échéance, nous aurons naturellement la valeur du portefeuille qui correspondra au prix de l'amortissement financier auquel on s'attend, c'est-à-dire 100 000. Voilà. Bien, donc maintenant nous pouvons passer au retraitement des comptes de gestion. Donc normalement, si ce genre de sujet tombe, que ce soit pour cette année ou l'année prochaine par exemple, parce que bon, c'est un sujet vintage qui est tombé il y a un peu plus de 10 années, et de temps en temps il y a des sujets vintage qui reviennent au goût du jour, eh bien on va se dire, normalement, vous devriez avoir le tableau à effectuer, parce que là on n'est pas sur une épreuve pure de finance, on est sur une épreuve de comptabilité, en partie avec l'audit, bien évidemment, et pour laquelle vous devez avoir des notions de calcul actuariel. Bon, alors ici, nous procédons à l'enregistrement du retraitement des comptes de gestion. Donc nous allons comparer en produits financiers ce qui a été exprimé sur une base compte individuel ou compte sociaux, c'est la même chose, selon le référentiel PCG, et ce qui devrait être en compte consolidé. Donc il y a une remontée de 6 000 € en produits financiers et maintenant il faut ajuster pour 6 312. Donc la différence d'ajustement c'est 312. Donc on augmente les produits financiers pour 312. Si vous augmentez les produits financiers, le résultat brut augmente de 312. Donc la charge d'IS sur l'exercice augmente. Pour 25% fois 312, le taux en vigueur actuellement, donc 78, et donc le résultat net augmente de 312 moins l'augmentation de la charge d'IS, 234, ou donc 312 moins 78, ce qui fait 234, ou si vous préférez, 312 directement fois 75%. Voilà. Maintenant, nous allons passer au retraitement des comptes de bilan. Alors, au niveau des comptes de bilan, on se dit qu'il y a une remontée en PCG, compte individuel ou compte sociaux, de la valeur du portefeuille, qui a été exprimé pour, selon le référentiel PCG, 980 l'unité, 980 le prix unitaire.
d'émissions, fois le nombre d'obligations, donc 100, ce qui fait 98 000. Et les 333 hors taxes ont été mis en charge, en compte 6. Donc là, en compte 2, nous avons 98 000 en remontée de compte individuel, alors que ce compte de classe 2 devrait être exprimé pour quelle valeur? Donc nous regardons le tableau dit de coût amorti, de valeur actualisée, la valeur à la date de retraitement demandée, c'est-à-dire N ici, 98 938. Donc 98 938, la valeur qui devrait être, moins la valeur qui a été remontée, 98 000. Donc on doit ajuster, faire un retraitement pour la différence. Donc IFRS moins PCG, 98 938 moins 98 000. Donc vous l'avez bien compris, 938. Donc là, j'augmente la valeur de l'actif. Donc si j'augmente la valeur de l'actif, l'entité a plus de valeur et donc cela ça synthétise par une augmentation des capitaux propres imposables. Donc il y a une dette fiscale, au moins d'un point de vue théorique, et donc un IDP. Donc un IDP pour 25% de l'augmentation de la valeur brute 938, donc 234,5. Maintenant, en ce qui concerne le résultat. En ce qui concerne le résultat, nous l'avons déjà calculé. En passant l'écriture de retraitement de compte de gestion, le résultat, on a vu qu'il augmentait. Donc en compte de gestion, c'est au débit, et vous l'avez compris sur mes vidéos précédentes, le résultat, quand il augmente compte 12, au niveau des comptes de bilan, c'est au crédit. Donc il ne nous reste plus qu'à exprimer l'augmentation des réserves nettes. Alors si vous êtes pris un peu par le temps, effectivement, vous pouvez simplement équilibrer et vous trouvez 469,5, mais si vous voulez glaner tous les points, bien évidemment, il faut justifier les réserves nettes. Donc comment justifier les réserves nettes? On va comparer le différentiel d'intérêt précédent, c'est-à-dire ceux qui devraient être en consolidation IFRS moins ce qui a été exprimé en PCG. Donc nous regardons sur les exercices précédents, bon là il n'y en avait qu'un, c'était celui de N-1, donc 6293 en intérêt IFRS, l'objectif en consolidation, puisqu'on suppose que l'on effectue une consolidation selon le référentiel IFRS ici, et puis ce qui a été exprimé en compte individuel, 6000. Donc nous avons une différence de 293 antérieurement au niveau intérêt. Et également, il faut se souvenir qu'il y a eu des frais, et aussi on considère les frais d'acquisition qui ont été passés en charge en PCG. Donc je prends les 293, le différentiel d'intérêt précédent, plus les frais d'acquisition, et je multiplie par 100% moins le taux d'IS, donc 293 plus 333, parce que ces frais n'auraient pas dû être inscrits en charge. Donc cela va venir augmenter en retraitement l'aspect antériorité, donc les réserves. Donc là, nous avons 293, le différentiel d'intérêt, plus les frais d'acquisition de 333, fois 75%, et on trouve bien 469,5. À ce moment-là, vous obtenez tous les points. Voilà pour cette révision de dernière minute. J'espère que ça vous apportera un petit plus. Je croise les doigts pour vous, et puis je vous dis goodwill à toutes et à tous. Bon courage, bonne chance comme d'habitude, et puis à bientôt sur ma chaîne Sylvestre Goodwill. Bye bye, merci.